Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à l'Espace Mendes France pour cette nouvelle édition de la Journée mondiale du trouble bipolaire. La première chose, je vais vous demander si vous le voulez bien de couper la sonnerie de vos téléphones pour la bonne tenue de cette conférence. Donc merci d'être de nouveau venus nombreux à la rencontre de notre association et des professionnels du centre hospitalier Henri Laborie. Cela fait maintenant de nombreuses années que nous proposons ce rendez-vous. Et nous tenons aussi à remercier donc l'Espace Mendes France pour leur accueil toujours chaleureux. Le thème de cette soirée, pour cette édition 2022, propose d'aborder les questions autour des addictions, en lien avec les troubles bipolaires et plus largement la santé mentale. La soirée va se dérouler sur 1h30, donc est organisée par Argos 2001, avec le soutien du centre hospitalier Henri Laborie, représenté ici par le docteur Wilfried Serra, psychiatre au centre de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie de Poitiers, qu'on appelle aussi le XAPA. Le docteur Emmanuel Habert, psychiatre de l'unité d'addictologie du centre hospitalier Henri Laborie. Et nous remercions également monsieur Philippe Lafont, qui nous a rejoint, médiateur santé-père au service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés sur Limoges, qu'on appelle aussi le SAMSA. Cet événement se déroulera en 4 temps. Petite présentation des activités de notre association. Ensuite, M. Lafont évoquera son parcours personnel et nous donnerons la parole au Dr Serra pour évoquer les définitions et les notions autour de l'addiction. Nous pourrons à ce moment faire passer le micro si vous avez des questions et échanger avec nous. Suivra ensuite la présentation du docteur Habert autour des modalités d'hospitalisation dans la Vienne pour ce type de difficultés. De nouveau, un échange avec la salle. Et en fin de soirée, M. Lafont reprendra la parole pour exposer l'importance du rôle de l'accompagnement associatif dans l'addiction. Donc Argos 2001 est une association nationale. L'antenne de la Vienne a été créée en 2004. Nous proposons 2 types d'activités. Donc tout d'abord, Argos 2001, c'est les patients et les proches ensemble face à la maladie. Donc le diagnostic de la bipolarité, pour ceux qui connaissent, ça peut prendre plusieurs années, c'est très long, très endurant. Souvent, entre un premier épisode et un diagnostic posé, on peut attendre jusqu'à 10 années. Donc le trouble bipolaire, voilà, ce sont des phases maniaques, des moments d'euphorie très très hautes, avec parfois des conduites à risque, ce genre de choses, qui alternent avec des dépressions très profondes. Donc on parle de phases maniaques et de phases dépressives. Donc Argos, c'est avant tout de l'information, de l'écoute, du soutien. On sait que mieux la personne connaît ses troubles, et mieux elle avance avec, et mieux elle se réalise au-delà de ses troubles. Donc on propose un temps d'information 1 fois par mois. On parle aussi de psychoéducation. Ces soirées d'information sont animées par des professionnels en lien avec le soin ou le médico-social. Et nous proposons 10 séances à l'année avec des thèmes bien précis et c'est ouvert à tout public, ce genre de réunion d'information. Généralement, c'est le 1er mardi ou 2e mardi de chaque mois. Donc au niveau des séances d'information, la première séance en septembre, c'est sur les généralités autour du trouble bipolaire. Ensuite, on a une séance sur l'épisode maniaque, une séance sur l'épisode dépressif, les comorbidités ou plutôt pathologies associées au trouble bipolaire. Évidemment, une séance sur les traitements pharmacologiques, mais surtout une séance sur les traitements psychothérapeutiques et les autres types de prise en soins. Le juridique et le social, l'insertion professionnelle, la prévention du suicide. Et enfin, une séance sur le rétablissement, prévenir les rechutes et vivre avec sa maladie. Donc, ces séances de psychoéducation permettent d'améliorer l'observance du soin, renforcer l'alliance thérapeutique et surtout permettre à la personne de devenir acteur de sa santé. Les groupes de parole, donc le dernier vendredi de chaque mois, donc ils sont réservés cette fois aux patients et aux proches, c'est-à-dire aux personnes directement concernées par le trouble bipolaire. Toujours animés par des bénévoles de l'association qui sont formés, et ça ne se substitue pas évidemment au volet médical. C'est surtout un espace d'échange et de partage d'expériences où le dialogue est ouvert. Donc c'est offrir un lieu de temps
un lieu et un temps d'expression libre, régulé et confidentiel, bien sûr. Donc, toutes les règles à respecter, comme dans tous les groupes de parole associatifs, évidemment. Donc, c'est surtout le non-jugement, la bienveillance. Ce sont des moments confidentiels et on œuvre à la déstigmatisation des troubles bipolaires. Donc, vous pouvez retrouver l'association sur le site, alors l'association nationale sur le site, ici à argos2001.fr. 11, on est à 12 ou 13 antennes en France. Dans la région, vous avez une antenne à Niort, à Limoges et à Poitiers. Angoulême, c'est fait. C'est en train de... Ah, c'est fait, ça y est, Angoulême est ouvert. Donc, pour retrouver les activités de l'association sur votre département, ce sera argos2001.lenef.eu.org. Vous pouvez nous contacter à l'adresse mail argos2001.vienne@free.fr. Et on se retrouve toujours à la Maison des Associations à Vouneuil-sous-Biard. Et vous avez également un contact téléphonique avec une permanence téléphonique où vous pouvez nous joindre. Merci. Donc je vais proposer à Philippe de prendre la parole et de nous parler de son parcours. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Philippe Lafont, j'ai 55 ans. J'exerce le métier de médiateur santé-père. Qu'est-ce que c'est que ce métier? C'est-à-dire qu'à la base, je suis une personne concernée par la bipolarité et également par l'alcool, par l'alcoolisme, plus exactement. Donc, je suis titulaire de la licence sciences sanitaires et sociales parcours médiateur santé-père de Paris-Bobigny, obtenue en 2019. Et c'est ce qui se cache derrière ce métier, ce terme de médiateur santé-père. Je suis une personne concernée par le trouble psychique. Tout au long de mon parcours de vie et de soins, j'ai reçu plusieurs diagnostics. Aujourd'hui, je me retrouve dans celui de personnes souffrant de bipolarité et ayant souffert d'une addiction à l'alcool. Je dis ayant souffert parce que ça fait maintenant 10 ans que je ne consomme plus d'alcool. J'ai choisi la voie de l'abstinence, la voie royale. Je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette possibilité ou n'ont pas... Moi, j'ai pu emprunter cette voie royale. Et donc, je suis bien placé, par contre, pour connaître les dégâts que peut causer l'addiction alcoolique. Parce que quand il y a 10 ans, j'ai arrêté de consommer, j'avais une stéatose du foie, et le fibroscan montrait quand même un épaississement avec un foie gras, quoi. C'était le premier stade de la cirrhose, pour ceux qui connaissent. J'ai été soigné par... en fait, mon histoire commence très jeune, une histoire de maladie, de pathologie. J'ai souffert très jeune de dépression, d'un sentiment d'étrangeté, presque dissociatif, avec des difficultés relationnelles et affectives, ainsi que des difficultés scolaires. En bref, j'étais un jeune homme en souffrance qui avait des difficultés relationnelles et des angoisses, à ce titre-là, j'ai été soigné, alors c'était dans les années 80, d'abord par le médecin de famille, avec de nombreux antidépresseurs, dès l'âge de 14 ans, des anxiolytiques, ce qui m'a beaucoup perturbé au niveau de la chimie du cerveau, au niveau du comportement aussi, qui m'empêchait de réaliser mes études correctement. Et puis, donc... Comme j'étais peu satisfait de cette prise en charge, j'ai conduit une psychanalyse jusqu'à 22 ans avec un médecin psychiatre de renom à Limoges. Et ces 2 accompagnements successifs n'ont pas réglé mon problème quand même, malgré tout. Donc c'est en désespoir de cause que je me suis tourné vers ce qu'il y avait à m'apporter, ce que tout le monde trouve dans son frigo, dans son placard, c'est-à-dire une bouteille d'alcool. Et je me suis mis à consommer de l'alcool pour me soulager. Et donc, je suis devenu en quelques années dépendant à l'alcool, toujours pas soigné, jusqu'à ce qu'un médecin bien intentionné me donne un cocktail d'antidépresseurs et j'ai fait un virage maniaque. Et alors là, il n'y avait plus d'équivoque, donc j'étais donc bipolaire. Mais ça, c'est à l'âge de 28 ans. Donc de 14 ans à 28 ans, j'ai vécu sans diagnostic véritablement... que je pouvais m'approprier dans l'errance, dans la souffrance. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour me soulager, c'était
une prise d'alcool qui est devenue véritablement problématique au bout par son usage répété. Et alors que j'ai appris que j'étais bipolaire, j'ai très bien accueilli le diagnostic. Parce que pour moi, c'était promesse de soins, de reconnaissance de mon état de souffrance. Et je me suis approprié. J'ai bien suivi mon traitement. J'ai écouté mon médecin. Mais malgré ça, le problème, c'est que l'alcool s'était installé et j'étais devenu alcoolique, quoi. Donc j'avais 2 problèmes au lieu d'1. Et ce n'est que vers l'âge de 43 ans, quand j'ai réussi à me débarrasser de l'alcool, que j'ai pu quand même me soigner et stabiliser enfin ma bipolarité. Donc j'ai ce double parcours cette double souffrance de l'addict à l'alcool et du bipolaire par ces troubles d'humeur et les effets catastrophiques de la maladie bipolaire qui sont traduits par une mise sous protection juridique, tout un tas de problèmes qui vous parlent sans doute, à moins que vous ne soyez, si vous êtes personne concernée. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il s'est écoulé, comme le disait Julie, 10 ans. 10 ans facilement 10 ans, entre 14 ans et 28 ans, avant que je reçoive un diagnostic. Donc c'est le drame de cette maladie, c'est-à-dire qu'on souffre, on ne sait pas pourquoi, on n'est pas diagnostiqué tant qu'on a fait un virage maniaque. Et aujourd'hui, il y a d'autres modalités de prise en charge, mais à l'époque, c'était ça. Et donc aujourd'hui, je suis stabilisé. J'ai découvert qu'on pouvait retourner le stigmate et parler de son expérience, se rendre utile grâce à son vécu, et également que ce que j'étais en train de vivre depuis quelques années, ça s'appelait pour un processus de rétablissement. Donc c'est un nouveau paradigme, le rétablissement, qui veut qu'on puisse, malgré sa maladie, malgré sa pathologie, si on l'accepte, si on se soigne, mener une vie pleine, entière et satisfaisante, et source de bonheur et de projets, comme tout un chacun. Voilà, j'ai terminé mon témoignage. Merci Philippe. Merci de nous avoir partagé ce parcours du combattant, parcours de vie avec la maladie, avec l'addiction. Je vais laisser le docteur Serra prendre la parole pour aborder les addictions, donc les généralités, les notions de définition aussi qui sont très importantes, définition de la dépendance, de l'addiction. Voilà, à vous, docteur Serra, merci. Bonjour. Du coup, ma présentation, moi, elle va être en 2 parties. La première va parler effectivement du cadre un petit peu conceptuel des addictions. Qu'est-ce que c'est, de quoi on parle. Et la deuxième partie va être effectivement de parler des associations diagnostiques, addiction, trouble mental ou addiction et trouble bipolaire. Alors, les addictions, donc, quand on en parle, on parle de quoi? Alors, les addictions, c'est quelque chose qu'à peu près tout le monde a entendu parler, d'accord, et qui concerne à peu près tout le monde, dans le sens où tout le monde, on va dire, est consommateur, et les addictions portent bien souvent sur des objets de consommation, d'accord. On mange tous des aliments sucrés, des aliments gras, on a tous des téléphones portables, on aime peut-être tous le chocolat, en tout cas, on a tous effectivement un contact avec des objets qui ont quand même sur nous un petit potentiel, effectivement, à activer du plaisir. Et ce potentiel-là, c'est lui qui joue un rôle central, effectivement, dans ce qu'on appelle les processus addictifs. D'accord ? Toutes les addictions, on va dire, ont comme similitude d'activer un système, qui est le système de récompense, qu'on a tous. Pourquoi ? Parce que ce système-là, il a pour fonction
la survie d'une espèce. D'accord ? Le système de récompense, il a pour but quoi ? De faire en sorte qu'on va répéter un comportement. D'accord ? On va le répéter, pourquoi ? Parce qu'on a été récompensé. Et pourquoi, du coup, il y a certains comportements qui sont renforcés ? Parce qu'ils facilitent la survie. Manger, c'est vital. D'accord ? Donc, on a tous effectivement du plaisir à manger certains aliments. Se reproduire, c'est vital. D'accord ? Donc, la sexualité, effectivement, est quelque chose de renforçant. La sexualité, l'alimentation, et par exemple la sociabilité. D'accord ? Les relations sociales amènent du plaisir. Pourquoi ? Parce qu'on est une espèce, effectivement, qui, en tant qu'individu propre, a peu de chances de survie. Mais si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, on est une espèce extrêmement sociable et organisée. Donc, tout un tas de comportements, effectivement, qui amènent des renforcements dans une société, effectivement, qui nous incite toujours, si vous êtes comme moi à recevoir tout un tas de textos pour aller faire des courses et pour aller acheter, à consommer. Donc, on consomme beaucoup, et par exemple, quand on regarde des données épidémiologiques sur, on va dire, la consommation en France de différentes substances, on voit que ce n'est pas quelques individus, mais c'est des millions d'individus. D'accord ? Donc, la consommation d'alcool, de tabac ou de cannabis, on est le premier pays en Europe, effectivement, consommateur de cannabis. Voilà. Beaucoup de monde consomme. D'accord ? Maintenant, est-ce que consommer veut dire qu'on est addict ? Non. D'accord ? Ce n'est pas la consommation qui signe une addiction. On voit aussi que cette consommation, elle est hétérogène. Il y a des produits qu'on consomme plus que d'autres, et il y a des âges où on consomme d'une manière différente qu'à un autre. D'accord ? Maintenant, quand on parle d'addiction, on parle de quelque chose d'assez neuf. D'accord ? Puisque avant, la consommation de substances ne s'appelait pas comme ça. Le concept d'addictologie, lui, c'est un concept assez récent. Avant, il n'y a pas si longtemps que ça, quand vous aviez un problème de consommation, vous alliez être orienté suivant le produit que vous alliez consommer. D'accord ? Si vous aviez comme produit de prédilection l'alcool, vous étiez orienté en alcoolologie dans les centres de consultation ambulatoires en alcoolologie. Si votre truc à vous, c'était plutôt le cannabis ou l'héroïne, vous alliez dans des centres spécialisés de soins pour toxicomanes. D'accord ? Et si votre truc à vous, c'est le tabac, vous alliez en consultation de tabacologie. D'accord ? On était sur un système de santé orienté vers le produit. L'addictologie a fait émerger l'idée que ces différents, on va dire, champs d'action étaient semblables. Ils étaient semblables pourquoi ? Parce qu'on y rencontrait des gens qui se ressemblaient, qui avaient des comportements qui se ressemblaient, qui avaient des histoires de vie qui se ressemblaient. Et quand on faisait de la recherche autour des pratiques addictives, on remarquait effectivement qu'au niveau du cerveau, quand on faisait de l'imagerie cérébrale et qu'on regardait ce qui s'activait effectivement par rapport aux produits de prédilection, il se passait exactement les mêmes choses. D'accord ? Et donc tout ça a fait émerger l'idée que parler d'alcoolologie, toxicomanie, tabacologie, tout ça, ça n'avait plus vraiment de sens et qu'en fait, on parlait de la même chose. On parlait d'une addiction. D'accord ? Et toutes ces considérations ont amené effectivement les législateurs à changer les modalités d'enseignement et de prise en charge. Et donc, en 2002, à l'Assemblée nationale, effectivement, est décidée la fin du cloisonnement des prises en charge, parce que vous êtes fumeur de joint et vous aimez bien les bières, vous ne savez plus à quelle porte il va falloir pousser. D'accord ? Donc, il est décidé effectivement d'enlever les différentes barrières et de décider effectivement que l'addictologie, c'est une seule et même maison. Et ce qui signe une addiction, donc ce n'est pas un produit, c'est un comportement. D'accord ? Les CCA, les CCST ont disparu et a été créé à la place, alors ça c'est dans le champ médico-social, l'EXAPA, les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Alors là, je vous la fais rapide, mais dites-vous bien que ça n'a pas été facile non plus. Parce que pour les gens qui travaillaient dans ces différentes structures, c'était une culture très différente.
Et quand vous êtes tabacologue, vous n'avez pas forcément l'impression de faire exactement la même chose que quelqu'un qui travaille dans un CSST. Il y a une évolution de concept qui s'est traduite aussi par une évolution, on va dire, diagnostique et sémantique. Avant, on parlait d'abus et de dépendance. Après ça, on a parlé de troubles liés à l'usage. Alors après, on ne s'est pas énormément compliqué la vie, hein. Il y avait les critères d'abus, il y avait les critères de dépendance. On a fait 1 et plus 2 égale 3. D'accord ? On a mélangé. Ce qu'on a enlevé, c'était les critères liés à la justice. C'est-à-dire, je continue à consommer malgré des problèmes répétés avec la justice. On l'a enlevé non pas parce qu'il y a un rapport avec la justice il n'y a pas de rapport avec la justice dans les addictions. On l'a enlevé puisque la justice et, on va dire, le système pénal dans les addictions est différent d'un pays à l'autre. D'accord ? Et du coup, vous pouviez avoir des critères en moins suivant le pays où vous êtes, en fait. Donc ça a été enlevé et a été rajouté dans le trouble lié à l'usage de substances un critère qui aujourd'hui est considéré comme central dans les addictions, qui s'appelle le craving. Alors le craving, c'est quoi ? Le craving, c'est une dissonance cognitive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans votre tête, vous allez avoir deux choses en même temps, deux choses opposées. D'une part, vous avez une espèce de voix qui vous dit « vas-y, prends-en, c'est cool ». Et en même temps, vous avez une autre voix qui vous dit « n'en faudrait pas ». D'accord ? Et la tension qu'il va y avoir entre « vas-y, n'y va pas », bah, c'est ça le craving. C'est vraiment cette espèce de tension, de choses désagréables, d'hésitation, de résistance, qui fait, voilà, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas ? Donc le craving est devenu un élément central dans les addictions, dans les critères diagnostiques, même si il compte que comme un critère diagnostique. Et un autre élément central, on va dire, dans les addictions, c'est la perte de contrôle. D'accord ? Un critère fondamental dans les addictions, c'est le fait que, effectivement, je ne peux pas maîtriser ma consommation. Je joue aux jeux vidéo, on m'appelle pour venir manger, j'ai dit oui, 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 oui. 2 heures après, si on ne me rappelle pas, je suis toujours en haut en train de jouer à ma console. D'accord ? Je me dis, je vais prendre un verre ou deux, promis. Au final, j'ai fini la bouteille. OK ? La perte de contrôle. OK ? Et effectivement aussi, troisième grand critère, les dommages. D'accord ? Je peux ne pas pouvoir contrôler un comportement, c'est pas pour autant que c'est une addiction aussi. D'accord ? On va tous aux toilettes et on n'est pas capable de s'arrêter. D'accord ? Il n'y en a pas un qui va rester 10 jours sans y aller. On ne peut pas contrôler. Pour autant, est-ce que c'est une addiction ? Non. OK ? En addictologie, un autre critère a beaucoup changé, c'est, on va dire, les objectifs thérapeutiques. Pendant très longtemps, et par exemple pour l'alcool, le dogme était qu'il n'y a pas de salut autre que l'abstinence. D'accord ? Alors, ça fait écho à quoi ? Ça fait écho à la perte de contrôle. D'accord ? Si vous avez une perte de contrôle, évidemment que vous n'arriverez pas à contrôler et que du coup, le seul moyen de contrôler, c'est de ne pas en prendre. Pour autant, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'en addictologie, dans la population addicte, il y a que 85% des gens qui ont une addiction, et notamment à l'alcool, vont rencontrer un acteur de santé. Non, qu'est-ce que je viens de dire ? 85% ne rencontrent pas un acteur de santé. D'accord ? Il n'y a que 15% des gens qui ont un problème avec l'alcool qui vont rencontrer un professionnel. Du coup, la question était, mais pourquoi ? D'accord ? Est-ce que les gens, on va dire, sous-estiment leurs problématiques ? Est-ce que l'offre de soins, l'abstinence, est quelque chose qu'ils ne souhaitent pas ? Quelque chose qu'ils pensent inatteignable ? Est-ce qu'ils se disent que de toute façon, il n'y a pas de traitement ? On n'est pas très loin du truc, non plus. En tout cas, ça a amené des remises en question, d'autant que dans le champ de la toxicomanie a été développé un autre concept, qui était celui de la réduction des risques et des dommages. D'accord ?
Donc on avait un système en addictologie qui était basé sur l'abstinence, un autre système en addictologie qui était basé sur la réduction des risques et des dommages. Et quand on a fusionné ces deux systèmes-là, effectivement, ça a un petit peu frotté. Et petit à petit, ça a amené quand même du coup des changements, on va dire, conceptuels dans le champ de l'alcoolologie, où effectivement, on a fini par dire, voilà, on peut effectivement questionner la réduction des risques et des dommages en alcoolologie, d'autant que pour l'alcool, la réduction de la consommation amène beaucoup, beaucoup de choses en termes d'amélioration de la santé. Pourquoi ? Parce que le risque alcool, en termes de santé, il est exponentiel. Plus je bois, plus ça, on va dire, ça devient très, très grave. D'accord ? Alors qu'au début, ça l'est moins. D'accord ? C'est exponentiel. Alors, maintenant, les addictions, je vous ai dit un petit peu comment ça marche, qu'est-ce que ça fait, la perte de contrôle, le craving, les dommages. D'où ça vient ? Traditionnellement, on conceptualise les addictions comme, on va dire, la résultante de 3 facteurs. On appelle ça le modèle PI, donc les interactions entre un produit, un individu et un environnement. Au niveau du produit, tous les produits n'ont pas le même potentiel addictif. Le produit le plus addictogène, c'est le tabac. D'accord ? Un produit faiblement addictogène, c'est l'alcool. D'accord ? Maintenant, il y a beaucoup de gens qui expérimentent l'alcool. Du coup, il y a beaucoup de gens qui ont un souci avec l'alcool. D'accord ? Puisque le potentiel addictogène, il va rencontrer la fréquence de l'usage. Vous pouvez avoir quelque chose de très addictif. S'il n'y a que 300 000 personnes qui vont consommer cette substance, ça ne va pas faire beaucoup de monde. S'il y en a 60 millions, c'est autre chose. Vous avez les représentations. Il y a des produits qu'on va se dire « Non, mais ça, moi, je n'ai pas envie de ressembler à ça. » Parce que quoi ? Parce que vous allez regarder dans les médias, vous allez entendre parler, vous allez avoir une image qui va être extrêmement positive ou extrêmement négative en lien avec cette image. Et cette image, elle se développe très tôt, dès l'enfance, dans votre milieu familial. Après, avec les copains, à l'école, les discussions. D'accord ? Et par exemple, dans les enquêtes en collège, déjà, il y a des représentations extrêmement, on va dire, fines sur des produits qui sont cool, par exemple la résine, par exemple l'herbe et la cocaïne, et des produits dans les enquêtes Artemis qui sont considérés comme nuls, comme par exemple le tabac ou la résine. La disponibilité, évidemment que si vous êtes sur une île déserte et que vous êtes accro à la coke et qu'il n'y a que de la banane, vous allez faire sécher de la banane. D'accord. Parce que la banane, les fils de banane ont des propriétés aussi psychotropes. Et puis les effets. Les effets, évidemment, si vous avez envie de vous stimuler et que vous prenez un truc qui est sédatif, vous allez être déçu. D'accord ? Si vous prenez quelque chose, par contre, qui va répondre à votre attente, là, on va avoir un renforcement. Et du coup, vous allez y retourner. Pourquoi ? Parce que ça a marché. D'accord ? Donc, si vous rencontrez effectivement un produit qui est bien addictif, qui a un effet qui est plutôt positif et que vous attendiez, qui est dans votre tête déjà une bonne image et que vous pouvez trouver facilement, là, vous êtes mal barré. Alors, on a vu, il y a des facteurs liés au produit, des facteurs liés à l'environnement. Aujourd'hui, on vit dans une société qui est plus addictogène que par le passé. L'environnement contribue aussi à la fabrique aux addictions. Il faut contribuer à la fabrique aux addictions. Pourquoi ? Parce qu'il y a un système de loi qui va impacter l'accessibilité. Il y a un système, effectivement, on vit en collectivité, on vit entouré de gens, la sociabilité, et du coup, on a un apprentissage social, d'abord au niveau familial, après avec nos amis, avec nos collègues, avec les médias. Et après, il y a aussi des valeurs qui créent une culture et qui créent des pensées permissives, créent des systèmes éducatifs qui amènent effectivement, qui facilitent le développement des addictions. Je vous ai dit, les addictions, une des caractéristiques, c'est quoi ? La perte de contrôle.
Le contrôle, vous pouvez l'imaginer comme un frein. D'accord ? Je freine mon comportement. Si dans la vie, vous avez grandi dans un système où on vous a dit qu'il est interdit d'interdire, c'est-à-dire on ne frustre pas, vous n'aurez jamais appris à mettre un frein dans votre voiture. D'accord ? Donc le jour où il vous faudra freiner, eh ben, vous n'aurez pas la pédale. OK ? Ça, la frustration, le contrôle, ça s'apprend tout petit. Parce que vous le valez bien, le plaisir comme un droit. On vit dans une société hédonique. Or, les addictions, leur fond de commerce, c'est quoi ? C'est le plaisir. Donc, toute société qui met en avant que le plaisir est un droit facilite effectivement un comportement de consommation qui va amener du plaisir. Donc après, bon, j'avais mis des petites choses sur effectivement l'environnement. Le rôle des pairs, vraiment effectivement quelque chose d'important, mais avant tout dans l'initiation. D'accord ? Parce que généralement, s'il n'y a pas de soucis psychopathologiques associés, on peut assez facilement arrêter sa consommation. Mais le rôle des pairs est extrêmement important, d'autant qu'il va modifier, on va dire, l'image du produit et la représentation qu'on a de est-ce que c'est normal ou pas de consommer. D'accord ? Si vous êtes fumeur de cannabis, que vos copains consomment du cannabis et qu'on vous demande, à ton avis, il y a combien de pourcentage de gens qui consomment du cannabis, vous avez tendance à surestimer la prévalence des gens qui consomment du cannabis. À l'inverse, si tous vos potes, il n'y en a aucun qui fume du cannabis et que vous non plus, vous allez avoir tendance à sous-estimer la prévalence des gens qui consomment du cannabis. De la même manière, plus vous allez consommer, plus vous allez vous entourer de gens qui consomment. D'accord ? Pourquoi ? Parce que de la même manière qu'un collectionneur de timbres, il va connaître aussi tout un tas de collectionneurs de timbres pour échanger les timbres. D'accord ? En consommation de substances, ça va être le même système. On va rencontrer de plus en plus de gens qui ont la même consommation et ça va avoir comme conséquence effectivement une forme de banalisation et de normalisation de la consommation. Je ne suis pas tout seul à le faire, il y en a plein d'autres. D'accord ? Et du coup, c'est normal. Évidemment, la famille est un grand univers où on va développer une culture de la consommation. La famille va aussi jouer un rôle extrêmement important. Je travaille dans la protection de l'enfance. En termes aussi, et on va le voir après, au niveau neurodéveloppemental, en termes d'exposition au stress. D'accord ? Et le stress est un gros pourvoyeur, effectivement, d'addiction. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une société addictogène. C'est pour ça que je vous montre Blanche-Neige avec la pomme. Qu'est-ce qu'elle dit, la sorcière ? Croque, et ça exaucera tous tes vœux. Quand on prend une substance addictive, c'est toujours pour avoir quelque chose de cool dans notre tête. D'accord ? On fait toujours une espèce de vœu qu'il va se passer un truc, et elle lui dit quoi ? Elle lui dit « croque, et tous tes vœux s'exauceront ». Et qu'est-ce qui lui arrive ? Elle tombe reine morte. Sauf que, bon, finalement, effectivement, il y a le prince charmant qui arrive, mais ça, c'est Walt Disney. Il y a des sociologues, effectivement, qui travaillent beaucoup sur la question psychiatrie, addiction, sociologie, et qui font le lien avec la modification des valeurs culturelles dans la société et le fait qu'effectivement, on est passé d'une société, on va dire, avec un fort surmoi, la société que décrit Freud, par exemple, dans ses écrits, avec du coup des interdits, et qui a fabriqué, on va dire, des maladies en psychiatrie du champ de la névrose, c'est-à-dire du champ du conflit, puisqu'on était sur quelque chose d'extrêmement rigide, et donc ça a amené des conflits par rapport à cette rigidité, d'accord ? Donc les névroses, à quelque chose aujourd'hui, maintenant, où on est un petit peu libre de tout, en théorie. D'accord ? Et du coup, on nous dit que, voilà, on est propriétaire de nous-mêmes. Ça veut dire quoi, d'être propriétaire de soi ? Ça veut dire que le résultat, on est le seul responsable. Ça amène quoi, d'après les sociologues ? Ça amène les individus à déprimer, à développer des addictions,
Pourquoi? Parce que des fois, on a l'impression que le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait bien aimé. Okay? Parce que des fois, on dit qu'il y a trop de pression. Okay? Et donc, on est maintenant sur des pathologies qu'on appelle liées au narcissisme, d'accord? L'estime de soi. Et ça, les pathologies du narcissisme, ça facilite les dépressions et ça facilite les addictions également en tant que conduite de dopage. D'accord? Je vais consommer, pourquoi? Pour faire face à mon stress. Je vais consommer parce que au boulot c'est compliqué, on me prend tout le temps la tête, ou alors en revenant, voilà, je me vide la tête, il faut que je pense à autre chose. Ok? Tiens, je vous ai zappé une grande partie quand même, qui est ma préférée, c'est l'individu. Je ne sais pas pourquoi ça a disparu du PowerPoint. L'individu, parce que mine de crayon, ça compte aussi. L'addiction, c'est à 40-60% génétique. D'accord? Donc déjà, là-dessus, c'est compliqué d'y revenir. Maintenant, ce n'est pas de la génétique de petits pois, c'est de la génétique très compliquée, avec tout un tas de facteurs qui interviennent, qui peuvent être en lien avec des récepteurs liés aux molécules, qui vont être en lien avec des enzymes qui vont dégrader les molécules. Enfin, voilà, tout un tas de choses qui vont participer, effectivement, à un potentiel addictif. Mais les addictions, c'est aussi quelque chose qui est énormément en lien avec les événements de vie. D'accord? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout facteur de stress, plus il arrive tôt, plus il va impacter le développement neurocognitif. Plus il va impacter le développement de la personnalité. Et cet impact-là va faciliter, on va le voir après, le développement des conduites addictives. Pourquoi? Parce que ça va modifier tout un tas de systèmes dans notre cerveau. Par exemple, dans le champ des traumatismes précoces, on sait qu'un enfant, quand il est exposé à des facteurs de stress, alors ça peut être du stress social, par exemple la précarité, perte d'emploi, enfin, les difficultés financières au sein de la famille, ça peut être de la maltraitance. Ces éléments-là vont altérer 3 grands systèmes de la circuiterie cérébrale. Ça va altérer le système du stress, l'axe cortico-surrénalien. Ça va faire qu'après, du coup, l'enfant va avoir, on va dire, une réactivité au stress plus importante. Il va monter plus vite en stress, ça va être plus haut, plus longtemps, et il va mettre plus de temps à descendre. Ça va altérer son système ocytocinique. L'ocytocine, ça va impacter sa capacité à nouer des liens sociaux. Et l'ocytocine est un énorme régulateur du système de stress. Et du coup, ça va diminuer la capacité de l'ocytocine à réguler le stress. Et ça va enfin perturber le système dopaminergique. Or, la dopamine, c'est une molécule qui joue un rôle très important dans le champ de la psychiatrie, dans le champ du moral, et également dans le champ, effectivement, du système de récompense. D'accord ? Et par exemple, ça diminue la sensibilité de l'individu à la dopamine. Ça fait quoi? Ça fait qu'on est plutôt déprimé, et ça fait surtout qu'on s'emmerde. D'accord? On a l'impression que tout est fade. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer quand on va rencontrer un produit, une substance psychoactive? Ça va allumer le sapin de Noël. Et donc, quand toutes les lumières sont éteintes et qu'en un moment, il y a quelqu'un qui amène le sapin de Noël, on trouve ça joli. D'accord? Et du coup, c'est un renforcement. Et on a envie d'y revenir. Alors, deuxième partie, effectivement, on a envie d'y revenir. Est-ce que les addictions, donc vous savez, les addictions, maintenant l'addictologie, c'est une spécialité à part depuis 2002. C'est souvent en lien avec d'autres troubles psychiatriques, parce que les classifications, par exemple, américaines, les classent dans le champ de la psychiatrie. Et on parle, dans ce cas-là, par exemple, de comorbidité ou de pathologie duelle. C'est quoi des comorbidités, des co-occurrences des pathologies duelles? C'est quand, chez une même personne, on va avoir 2 diagnostics qui sont supposés ne pas avoir de lien entre eux. Alors, comment on peut avoir ça? Il y a plusieurs hypothèses. L'hypothèse 1, par exemple, les troubles mentaux induisent ou perpétuent une addiction sous-jacente. Ça veut dire quoi? J'étais déprimé. OK. Et qu'est-ce que j'ai fait? Par exemple, pour oublier mes soucis, j'ai commencé à boire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'accord.
Ça a été théorisé par un monsieur qui s'appelle Canzian dans les années 70. Voilà. En psychiatrie, comme on travaille principalement avec des gens qui ont des soucis, tout le monde a l'impression qu'effectivement, l'addictologie, c'est que ça. D'accord ? Alors que l'addictologie, c'est beaucoup plus large que ça. Quand on a des soucis, on peut avoir aussi des comportements à risque. Ces comportements à risque peuvent nous exposer aussi à des situations de consommation, d'accord, et facilitent aussi un virage vers les addictions. Et dans les troubles mentaux, on peut aussi avoir, au-delà des troubles mentaux, des traits de personnalité particuliers, comme l'impulsivité, la désinhibition, des traits de personnalité qui sont facilitateurs aussi par rapport aux conduites addictives. L'autre hypothèse qui est l'inverse, c'est aussi que peut-être qu'une addiction, au final, ça amène un trouble psy. Oui, puisque une addiction, au final, par exemple, je vous ai parlé de la dopamine, la dopamine, on en parle dans les addictions, mais on en parle aussi beaucoup dans d'autres troubles. Et par exemple, on peut avoir des pharmacopsychoses. Les molécules en elles-mêmes, en addictologie, sont des neurotoxiques. D'accord ? L'alcool est un très puissant neurotoxique, d'accord, et très dépressogène. Par ailleurs, ce que je vous mets là, c'est que quand vous développez une addiction, c'est pour le meilleur et surtout pour le pire. C'est-à-dire que généralement, ce qui signe quand même une addiction, ce sont les dommages. Et les dommages, ça fait rarement plaisir. D'accord ? Donc quand on a une addiction, avec notre environnement familial, sentimental, ça se complique. Avec l'environnement professionnel, l'apprentissage, ça se complique. D'accord ? Et toutes ces difficultés font qu'effectivement, à un moment donné, on peut un peu plus stresser, ou à un moment donné, on peut carrément déprimer. D'accord ? Donc l'addiction en elle-même, que ce soit sur un effet biologique pur ou par l'impact effectivement sur notre environnement, va favoriser effectivement l'apparition de troubles thymiques, de difficultés psychologiques. Il y a également l'hypothèse des interactions gène-environnement. Par exemple, dans la schizophrénie, certaines études avaient pu montrer un lien entre le cannabis et le gène de la catécholamine méthyltransférase, une enzyme qui dégrade la dopamine, où la consommation de cannabis chez des gens qui avaient, on va dire, une enzyme qui avait une certaine tête, ça ne faisait rien. Par contre, quand on avait petit allèle, grand allèle, ça multipliait par 2 la schizophrénie, et quand on avait les 2 grands allèles, ça multipliait par 10 la schizophrénie avec un joint. D'accord ? Donc on voit que, suivant ce que je vais rencontrer dans l'environnement, le cannabis, l'impact va être différent en fonction de ma génétique. L'hypothèse 3, c'est l'hypothèse neurodéveloppementale que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y aurait des facteurs qui seraient prédisposants à la fois aux addictions et à la fois aux troubles mentaux. Et là, on retrouve effectivement le dysfonctionnement familial, faible étayage parental, la précarité économique, d'accord ? Où, en fait, ces facteurs-là de stress, et notamment de stress précoce, créent un terreau au sein duquel pourra pousser une addiction ou un autre trouble mental. D'accord ? Et peut-être qu'au final, c'est ces 3 hypothèses-là qui interagissent les unes avec les autres. Alors, en termes de comorbidité, qu'est-ce qu'on voit ? Chez l'enfant, qu'est-ce qui favorise le plus, par exemple, les addictions ? On retrouve, par exemple, chez l'enfant, les troubles externalisés, donc les troubles des conduites, le trouble oppositionnel, et surtout l'hyperactivité non traitée, d'accord, qui est, par exemple, en population adulte, en service d'addicto, vous avez 20% des patients qui ont un diagnostic de TADA et qui n'ont pas été pris en charge. 20%, c'est beaucoup. Hein. Parce que la prévalence du TADA en population générale, c'est pas du tout ça. Chez l'adulte, on voit beaucoup de troubles de la personnalité, donc le trouble bipolaire 1, la schizophrénie et les dépressions. Or, est-ce que cette association, c'est quelque chose qui facilite les choses ? Pas vraiment. D'accord ? Il y a une relation avec la sévérité où le trouble addictif augmente plus le trouble... alors après, c'est en classant les différents troubles, serait sévère. On double avec une dépression, on multiplie par 4 avec un trouble bipolaire type 2, donc avec hypomanie, et on multiplie par 8
avec un trouble bipolaire type 1, avec la manie. D'accord ? Donc on voit que voilà, plus le trouble de l'humeur est grave, plus le risque d'addiction se multiplie. Okay ? Et on a exactement le même phénomène donc, avec le risque addictif quand on a une addiction et le risque d'avoir un trouble psychiatrique. On le double pour les substances illicites, mais simplement pour l'usage. Donc là, on n'a pas d'addiction. D'accord ? Par exemple, je fume un joint de temps en temps. D'accord ? Je multiplie par 2 mon risque de développer un trouble psychiatrique. J'ai un abus de substance, je multiplie par 5. Dépendance par 6. Et donc après, dans la littérature, on voit tout un tas d'études qui soulignent effectivement ce lien, cette association. D'accord ? Où, voilà, quand on a un problème avec un usage de substance, on a beaucoup plus de risques effectivement d'avoir un trouble psychiatrique. Et à l'inverse, quand on a un trouble psychiatrique, on augmente notre risque effectivement d'avoir un problème avec une substance. Chez le sujet bipolaire, la prévalence vie entière de l'addiction, 67%. 67% des patients bipolaires auraient un risque de développer dans leur vie une pratique addictive. Hors tabac. Hein. Oui, alors à chaque fois, toutes les addictions, là, c'est hors tabac. Parce que le tabac, c'est tellement fréquent qu'il est il est jamais pris en compte. Donc là, c'était un exemple avec épisode dépressif et toxicomanie. On voit, par exemple, prévalence sur un an de l'abus de substance, 9%, prévalence d'un trouble de l'humeur, 9%. On est quasiment sur les mêmes prévalences. Mais par contre, chez un sujet qui a un trouble lié à l'usage de l'alcool en demande de traitement, trouble de l'humeur chez 41%. D'accord ? C'est 4 fois plus. Et donc, chez un sujet toxicomane en demande de traitement, la prévalence des troubles de l'humeur, c'est 6 fois plus. D'accord ? Donc vraiment, l'addiction augmente considérablement le risque de troubles psychiatriques. Là, on retrouve un petit peu les mêmes choses et on voit quand même que ce qui se démarque, c'est voilà, vraiment la manie ou la dépendance à une substance illicite multipliée par 14. D'accord ? C'est énorme. Ok, trouble lié à une substance illicite 7, abus de substance illicite 4, et trouble lié à l'alcool, on est quasiment sur du multiplié par 4. Après, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il faut tempérer, il y a ça, mais l'impact de la substance psychoaddictive, le sevrage aussi, ça joue sur ces troubles psychiatriques. Comme je vous disais, c'est pas évident, par exemple, d'avoir une dépendance à l'alcool. Ça amène tout un tas d'événements de vie plus compliqués. Or, quand on a un trouble bipolaire, on a une vulnérabilité face au stress qui est différente de celle de quelqu'un qui n'a pas de trouble bipolaire. Et donc, l'adversité qu'on va avoir en lien avec notre consommation et ses conséquences va encore plus, effectivement, nous déstabiliser. Donc voilà, petit diapo pour souligner effectivement que le trouble bipolaire, c'est le trouble le plus associé aux pratiques addictives. D'accord ? 60% pour le trouble bipolaire type 1, presque 50% pour le type 2. Alors moi, je travaillais pas mal sur les jeux d'argent et à chaque fois, effectivement, quand on a un trouble bipolaire, il faut toujours rechercher une addiction aux jeux d'argent. C'est tellement proche que c'est une exclusion diagnostique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas porter un diagnostic de trouble lié à l'usage de jeux d'argent chez quelqu'un qui est bipolaire. Surtout en phase maniaque ou hypomaniaque. D'accord ? Et donc l'impact, qu'est-ce qu'on retrouve ? Une addiction, ça aggrave l'évolution du trouble bipolaire. Le début est plus précoce, on fait plus de décompensation, des cycles qui sont plus rapides, on va beaucoup plus souvent à l'hôpital. Les périodes de rémission, avec les cycles, sont plus courtes. On est beaucoup plus résistant au traitement. Et on fait 2 fois plus de TS. D'accord ? Donc l'impact est extrêmement délétère, effectivement, sur la maladie. Quand même, il y a des faits positifs. Un trouble lié à l'usage de l'alcool secondaire à un trouble bipolaire, dans la littérature, il y en a qui trouvent que ce serait le meilleur pronostic, en termes, par exemple, d'abstinence. D'accord ? Si vous essayez finalement de vous sevrer,
les gens qui sont bipolaires ont des taux de réussite de maintien de l'abstinence plus élevés que ceux qui ne sont pas bipolaires quand ils essaient d'arrêter. Et au sein des patients bipolaires, les patients qui avaient un alcoolisme primaire, eux, auraient moins d'épisodes thymiques. Et aujourd'hui, il y a des essais thérapeutiques, de la recherche au niveau de traitements communs, en fait. Donc, quand je vous parlais de l'hypothèse neurodéveloppementale, donc, il y a beaucoup de travaux autour de traitements agonistes, partiels antagonistes au niveau des récepteurs D2, D3, donc, pour la dopamine. Donc, pour essayer effectivement de faire en sorte de traiter les deux troubles. Voilà, j'ai fini pour ma présentation. Si vous avez des questions. Merci, docteur Serra. Donc, effectivement, on voit qu'il y a de multiples facteurs aggravants et déclenchants. Et c'est toujours la même question, d'ailleurs, qu'on nous pose souvent à l'association, c'est qui de l'œuf ou de la poule, quoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'addiction, mais là, vous l'avez très bien exposé, est-ce que c'est l'addiction qui majore et qui déclenche le trouble psy, ou inversement, si c'est le trouble psy qui va majorer l'addiction. Donc on voit que c'est effectivement, il y a plusieurs hypothèses et que c'est sûrement une conjonction de tout ça qui fait... Donc s'il y a des questions, voilà, je vous laisse la parole. Vous avez parlé du lien du coup entre les troubles bipolaires ou les troubles psychiatriques et les addictions aux substances, mais est-ce que ça marche aussi avec les addictions comportementales? Le mécanisme est le même ou pas? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, là, justement, à l'instant, avec par exemple les addictions au jeu d'argent. D'accord ? Il y a un lien extrêmement fort entre troubles bipolaires et addiction au jeu d'argent. Pour les addictions aux jeux vidéo, ça ressort pas beaucoup. Alors, il y a un lien, par exemple, avec épisode dépressif. Enfin, il y a deux troubles qui sont très associés avec le trouble lié à l'usage de jeux vidéo. Le premier, c'est le TADA. D'accord, trouble déficitaire attention avec hyperactivité. Et le deuxième, c'est l'épisode dépressif majeur. D'accord, mais pas le trouble bipolaire. Bonjour. Vous avez mentionné tout à l'heure que les personnes avec un trouble déficitaire de l'attention non traité avaient une tendance à l'addiction, il me semble. Mais est-ce que c'est pas aussi le cas des gens qui vont être traités justement parce qu'il me semble que c'est avec des psychotropes et j'en ai connu personnellement, donc je sais pas si c'est une généralité ou si c'était des cas à part. Mais... Alors, la prise en charge d'un TADA, elle est entre guillemets biphasique. D'abord, c'est de la psychoéducation, de l'ergothérapie, enfin voilà, un accompagnement éducatif. Si ça ne marche pas, effectivement, on va utiliser des traitements à base de psychostimulants. C'est des amphétamines. Hein. L'objectif n'est pas, on va dire, d'avoir un effet classique en fait lié aux amphétamines. Là, l'objectif, il va être de les normaliser. D'accord ? Comment ça ? En augmentant les capacités attentionnelles. D'accord ? L'hypothèse, c'est qu'effectivement, ce trouble amène une diminution des capacités attentionnelles, et cette diminution des capacités attentionnelles amène une dispersion. Enfin, les gens sont dispersés, ils n'arrivent pas à focaliser. En augmentant les capacités attentionnelles, du coup, les gens sont moins dispersés, du coup, ils s'agitent moins, et ils arrivent à se concentrer. D'accord ? Donc, ce n'est pas un effet paradoxal, parce qu'on pourrait se dire, sous en fait, voilà, ça va vite. Non, voilà, là, avec les amphétamines, on arrive justement à pouvoir se canaliser. Dans le TADA, il y a trois pratiques addictives qui vont être, on va dire, surdéveloppées. Donc, il y a, on va retrouver par exemple la cocaïne, donc, les dérivés amphétaminiques, qui permettent justement de se normaliser. On va retrouver le cannabis. Pourquoi ? Parce que l'effet sédatif va permettre effectivement aussi de se canaliser et de limiter la fuite des idées qu'on peut avoir et l'hyperactivité motrice. Et on va avoir effectivement les écrans qui vont permettre effectivement de capter plus facilement l'attention. Après, il y a un risque, il y a un petit risque addictif effectivement avec les dérivés amphétaminiques.
L'idée dans le TADA, par exemple, chez l'enfant, normalement, on n'est pas sur un traitement continu, d'accord ? On est sur des traitements séquentiels. Maintenant, toutes les études dans le monde montrent que quelqu'un qui est traité n'a pas de surrisque, pour le coup, d'addiction par rapport à quelqu'un qui n'est pas traité. D'accord ? Et l'un des grands enjeux aujourd'hui, c'est effectivement de la prise en charge de ces enfants-là. D'autant que si vous ne traitez pas, quand vous avez un TADA, vous allez être exposé à deux gros chemins compliqués. Le premier va être scolaire, c'est-à-dire que le TADA, par les difficultés attentionnelles, l'agitation va faire que la scolarité, ça va être compliqué. Les apprentissages, ça va être compliqué. Avec les profs, ça va être compliqué. Et du coup, vous allez investir autre chose que la scolarité et un modèle de 5 fruits et légumes par jour. D'accord ? Donc vous allez être sur un modèle un peu alternatif. Et l'usage de substances est un modèle alternatif. Deuxième chose, à la maison, ça va être compliqué. D'accord ? Parce qu'un gamin qui a un TADA, vous pouvez lui dire 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça va passer à côté. Et donc, quand on travaille dans la protection de l'enfance, c'est un très gros facteur de maltraitance. D'accord ? Or, comme je vous l'ai dit, l'exposition au stress, à la maltraitance, c'est une énorme fabrication, effectivement, d'addiction. Pourquoi ? Parce que ça modifie tout un tas de choses au niveau de la circuiterie cérébrale et ça va aussi modifier tout un tas de choses au niveau psychopathologique sur l'estime de soi, la manière dont on se pense et la manière dont on pense les autres et leur disponibilité et leur affection. Merci, docteur, pour ces précisions par rapport aux troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Il y en a de plus en plus, on diagnostique de plus en plus ce genre de difficultés. Je vais passer la parole au docteur Habert. Il y aura un autre tour de questions à la fin, si vous le souhaitez. Je vais passer la parole au docteur Habert qui va nous parler des différents types de prise en charge, de prise en soins sur le département de la Vienne. Et je retiens aussi que le docteur Serra nous parlait aussi de prise en soins duel sur certains troubles et addictions. Et ça, c'est un grand espoir parce qu'on nous réclame souvent justement des prises en charge, on va dire, en duplex entre les addictions et la maladie psy. À vous, docteur Habert, merci. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter le développement de la filière addictologie en fait sur Poitiers. Voilà, moi je suis médecin maintenant référent de cette filière et je vais pouvoir vous présenter ça, sachant que le développement de cette filière a eu beaucoup de changements récemment. Donc pour faire un petit peu l'historique de cette filière, dans les années 80, il y a une ouverture d'unités d'alcoolologie, pardon. Comme disait le docteur Serra, on était d'abord sur un travail par rapport aux produits. D'abord sectoriel, Poitiers et Montmorillon. Donc en fait, la psychiatrie sur la Vienne est divisée en 4 secteurs au niveau départemental. Et donc c'était d'abord sur cette partie-là. Puis intersectoriel. Donc les patients pouvaient être pris dans tout le département. En 1982, il y a une prise en charge spécifique pour les patients présentant des troubles de l'usage de substances, donc les patients que l'on nommait toxicomanes auparavant. En 1997, il y a une ouverture d'un hôpital de jour d'addictologie, d'abord aussi alcoolologie, et d'un centre médico-psychologique. Et puis en 2007, il y a la création d'une consultation de tabacologie au niveau du centre hospitalier Laborie. Maintenant, plus récemment, depuis le 1er janvier 2017, l'activité d'addictologie s'est organisée en filière. Donc comme je vous ai dit, il y a eu un développement d'abord dans les secteurs de psychiatrie, par les secteurs de psychiatrie. Et ensuite, il a été décidé de réunir toutes ces parcelles de prise en charge addictologique en une filière, sur le pôle universitaire. Et également, en 2017, il y a eu aussi l'uniformisation du XAPA. Pareil, il y avait quatre structures. Le CIPAT qui s'occupait surtout de l'alcoolologie, le tourniquet qui s'occupait
de la toxicomanie, Misalis, qui était une unité de prise en charge addictologique en milieu pénitentiaire, et une consultation jeunes consommateurs, la CJC. Donc tout a été réuni pour créer cette filière. En 2018, pareil, il y a eu le regroupement de 2 unités qui fonctionnaient assez différemment. Une plutôt en hôpital de semaine, plus une prise en charge alcoologique. L'autre unité plutôt de l'hospitalisation complète, avec des prises en charge plus importantes concernant les comorbidités, comme ça a pu être évoqué, comorbidités psychiatriques, psychosociales. Et donc il y a eu nécessité, en fait, à la demande aussi des tutelles, de regrouper ces 2 unités en une unité de 20 lits. Et enfin, en 2019, il y a la création d'une équipe de liaison et de soins addictologiques, donc une unité mobile qui intervient dans tous les autres services hors addictologie, donc la psychiatrie, les secteurs de psychiatrie, et également au CHU, je l'ai juste après, voilà, à Châtellerault, à Montmorillon, à Loudun, et puis les projets maintenant aussi, c'est d'aller dans d'autres structures comme la polyclinique et tout autre domaine de santé. Donc le XAPA, c'est le lieu de consultation, de suivi, d'accompagnement pour les personnes qui présentent des addictions, que ce soit addiction produits, alcool, toxique, tabac, ou addiction comportementale, comme les addictions au jeu. Donc il y a plusieurs intervenants également sur le XAPA, des médecins spécialistes psychiatres formés à l'addictologie, un médecin généraliste, des médecins généralistes, des infirmiers, des éducateurs spécialisés, une médiatrice santé père, assistante sociale, également des psychologues. Et pareil, c'est organisé en fonction des différentes communes de la Vienne pour avoir une exhaustivité des interventions. Il est possible dans cette structure de prendre en charge les patients, les personnes qui le demandent, y compris l'entourage, les accompagnants. Il y a une consultation entourage des personnes qui peuvent, des proches qui souffrent aussi dans des situations de consommation de leurs proches. On propose aussi une aide, un suivi, un accompagnement. Enfin, voilà la consultation jeunes consommateurs qui va orienter les prises en charge surtout sur les personnes de 15 à 25 ans et Misalis, la consultation d'addictologie en milieu pénitentiaire. Donc les 2 autres, ça je vous parlais voilà, de l'ambulatoire, on va dire de la consultation. L'ELSA, je l'ai évoqué également. Et on a 2 unités d'hospitalisation, une unité d'hospitalisation complète comprenant 20 lits de soins de sevrage, d'aide au maintien d'abstinence, d'aide à la réduction des risques et des dommages, et une unité d'hôpital de jour d'addictologie aussi avec 10 places qui fonctionnent en demi-journée ou journée et qui va prendre également en charge l'aide au maintien d'abstinence ou la réduction des risques et des dommages. Donc cette filière, elle a eu plusieurs enjeux. La première, la mise en fonctionnement d'une filière d'addictologie. Tout a été remodelé. Que ce soit au niveau des équipes, au niveau des structures, de l'architecture, tout a été, donc il fallait pouvoir tout coordonner. La mise en place d'une addictologie de niveau 3. Alors, selon les tutelles, il y a plusieurs niveaux dans les différentes structures. Niveau 1, c'est l'ambulatoire, la prise en charge, par exemple, en médecine générale. Le niveau 2, ça va être un domaine avec des unités d'hospitalisation, un travail un peu plus poussé, un peu plus complexe. Et le niveau 3 qui a un rayonnement plutôt régional avec une exhaustivité des structures et aussi un travail en rapport avec la recherche et l'universitaire. Donc c'est pareil, hein, la fusion avec la prise de ces services dans les différents domaines qui n'étaient pas forcément universitaires, le fait de le mettre en filière dans le pôle universitaire a amené la mise en place de cette addictologie de niveau 3. Et enfin, le respect de notre mission de service public, hein, ça nous amène aussi au point suivant de la réponse nécessaire addictologique à toutes les personnes, au moins du département, et avec ce côté niveau 3 également de la région, en tout cas de la subdivision Poitou-Charentes, mais on a d'autres personnes, d'autres régions également.
Donc voilà, de répondre à toute demande, y compris entourage, usagers et aux acteurs de santé, que ce soit les autres professionnels de santé ou en médecine générale, en médecine de ville. L'idée aussi était d'avoir une réactivité ambulatoire, hospitalière. Le fait de mutualiser ces soins-là, c'est aussi de pouvoir coordonner au mieux, de répondre au plus vite. Et enfin, voilà, une prise en charge précoce, construite, sur la durée. On sait que le trouble de l'usage de substances est une maladie qui est chronique et qui nécessite un accompagnement et qui va du sevrage jusqu'au maintien d'abstinence à long terme, voire définitif. Donc le parcours du patient, on a 2 numéros. Le numéro unique d'addictologie, alors c'est marrant de dire 2 numéros, un numéro unique, mais en tout cas c'est le numéro que, quoi qu'il en soit, vous pouvez contacter pour toute demande. Il intervient, il est ouvert la journée, en semaine, et il y aura une réponse pour toute personne qui le demande, et une orientation. Les patients, le premier contact peut aussi avoir lieu par l'ELSA, que ce soit dans les urgences du CHU ou dans d'autres unités. Dès qu'il y a un repérage, c'est notre mission de prévention secondaire en tant que soignant. On recherche toujours s'il y a des troubles, des addictions. Et il peut y avoir également des demandes et du bouche à oreille aussi vers le XAPA, vers la consultation. Et il y a également un numéro qui peut être utilisé. Donc en fonction de ces numéros-là, on va amener une orientation, soit de consultation, et c'est surtout à la demande des personnes, soit une consultation, un suivi, quelque chose de plutôt ambulatoire, et on oriente vers le XAPA, ou il y a une demande d'emblée ou secondaire d'hospitalisation, de prise en charge plus intensive. Et dans ce cas-là, on oriente vers l'hospitalisation complète ou l'hôpital de jour par l'intermédiaire de consultations de préadmission médicale. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est l'organigramme. Hein, voilà, on a le contact du numéro unique ou une personne qui s'adresse au XAPA qui demande une hospitalisation. On donne un rendez-vous une consultation médicale de préadmission. On a un délai à peu près de 7 jours hein, de réponse en moyenne. Ce rendez-vous, on propose une évaluation avec le patient. C'est un moment, on va dire, de débrouillage où on questionne un petit peu la venue, savoir voilà, quel est l'intitulé de la demande. On va voir les objectifs de la personne. Est-ce que ces objectifs sont en lien avec la prise en charge que l'on peut proposer en addictologie? Il y a une évaluation motivationnelle. À quel degré la personne peut se situer? C'est en général rattaché à la demande aussi. Qui fait la demande également? Il y a des personnes qui peuvent venir à cette consultation, qui sont parfois, et on peut le voir par exemple dans la consultation jeunes consommateurs, envoyés plutôt par les parents, envoyés plutôt par des structures, ou parfois contraints suite à menaces de rupture sentimentale ou autre. Donc on évalue cette demande. Qui fait la demande à ce moment-là? Les projets également. Pourquoi maintenant? Que va changer en fait l'hospitalisation? Quel projet il y a par la suite? Est-ce qu'il y a un projet de suivi, de XAPA, d'hôpital de jour, de post-cure aussi? On va en parler après. Voilà, l'idée étant de pouvoir au mieux personnaliser les soins. On reprend des renseignements administratifs à ce moment-là. On repère des notions médicales importantes. J'entends les antécédents, les comorbidités, que ce soit sur le plan physique, somatique ou psychiatrique, pour pouvoir adapter au mieux les soins. On évoque également les consignes dans l'unité, puisque l'unité d'hospitalisation complète, l'hôpital de jour, ça va être des unités d'hospitalisation programmées avec l'objectif de créer un contrat de soins, donc c'est-à-dire de proposer des soins, de proposer une ligne de soins en fonction des objectifs et rendre ce qu'on appelle un peu l'alliance thérapeutique. C'est pas être apprécié, c'est plutôt avoir des objectifs communs. Voilà, les objectifs communs, et on les place à ce moment-là dans ce contrat de soins à cette visite. Et ce qui nous tenait à cœur aussi, c'est
c'est que la personne, lorsqu'il y a cette consultation de préadmission, soit dans le service. La consultation se fait dans le service pour faire visiter, pour montrer. On a eu auparavant, avant l'apparition de cette visite de préadmission, des personnes qui pouvaient venir dans l'unité et qui venaient peut-être parfois pour la première fois en hospitalisation, ont peur du lieu, ont peur de l'organisation, n'ont jamais été en contact avec un lieu d'hospitalisation ou ont pu l'être avec des très mauvaises expériences et on tenait à ce que la personne voit avant le lieu où ils vont pouvoir être pris en charge. Donc l'hospitalisation pour qui? C'est une unité ouverte, les portes sont ouvertes, c'est du soin libre, il n'y a pas de soins sous contrainte. En addictologie, c'est absolument inutile et délétère. En tout cas, on l'a remarqué et l'expérience l'a montré. C'est une demande volontaire de la personne à ce moment-là, et c'est la première chose que l'on demande lors de cette visite. La priorité est mise aux soins addictologiques. La demande doit être, en grande partie, en tout cas, compatible au projet médical de soins, donc, comme je vous disais, les objectifs communs, et acceptant les règles de fonctionnement du service et des consignes de l'unité, c'est-à-dire qu'on met en place un lieu de soins, un lieu qu'on peut dire un peu refuge, où il est interdit de consommer de l'alcool, il est interdit de consommer des toxiques. Alors, pour les personnes qui présentent des troubles de l'usage de substances, l'interdit, il est là tous les jours. Donc, c'est aussi un point à cette visite de préadmission où on précise, oui, vous allez vivre le même interdit, mais aujourd'hui dans un lieu de soins. Voilà, donc, et c'est là toute l'importance de la demande. On va aller au-delà de l'interdit classique. Voilà. Les consignes aussi qui sont rattachées à un lieu public, c'est-à-dire par rapport au tabac dans les chambres, par rapport aux médicaments en chambre, où on est... enfin voilà, s'il y a des consommations de médicaments alors que nous on les prescrit, il y a une certaine responsabilité et puis il y a de grands risques aussi pour les patients. Donc on précise toutes ces consignes et on demande l'accord. Voilà, il y a une signature demandée du patient sur ces consignes-là. Donc voilà, ce sont des patients qui peuvent avoir une présence ou absence de troubles de santé mentale ou physique ou physique associés. On parlait justement des comorbidités psychiatriques qui sont particulièrement fréquentes et on ne pourrait pas se permettre de ne pas proposer des soins et une prise en charge globale. Toutefois, ces troubles-là doivent être relativement stables. Relativement stable, j'entends que si le trouble associé ne permet pas, en tout cas, ou ne donne pas la disponibilité psychique aux soins addictologiques, on va plutôt proposer d'abord une prise en charge sur le domaine somatique, j'entends, ou sur le domaine psychiatrique. Voilà, on reste plutôt sur une prise en charge de recours. Et le travail comportemental, le travail addictif nécessite d'être dans un moment où on est disponible aussi pour le réaliser. Alors voilà, le déroulement de l'hospitalisation. Là, on propose en général 2 semaines. C'est le plan de base, on va dire. 2 semaines qui peuvent être plus courts. Hein. Des personnes peuvent demander 1 semaine seulement. D'autres personnes peuvent demander plus long. Alors, en général, on précise d'abord être à 2 semaines et voir ensuite, à la fin de la 2e semaine, si on prolonge avec un profil de travail, avec des projets complémentaires que l'on peut réaliser. Effectivement, on peut prolonger les hospitalisations. Et donc, à l'entrée... Le patient, donc les entrées se font plutôt en début de semaine, le matin, voilà, et rencontre, donc ça c'est après la visite de préadmission. Hein. Il y a un délai aussi d'1 à 2 semaines entre la visite de préadmission et l'entrée programmée. Et le patient rencontre
l'équipe infirmière, on compte l'équipe aussi, enfin l'équipe soignante de façon générale. Il y a aussi une éducatrice spécialisée dans l'unité. Il y a un entretien médical qui est réalisé avec un médecin psychiatre formé à l'addictologie. Il y a également un examen clinique somatique à l'entrée avec un bilan sanguin, avec un électrocardiogramme si nécessaire. Donc on réalise tout ce bilan. Il y a également un inventaire qui est réalisé des affaires, enfin toutes les démarches administratives lors d'une entrée d'hospitalisation. Il y a un temps, à la suite de ce premier jour, d'adaptation. Voilà, on ne réalise pas tous les ateliers, on lance pas d'emblée la prise en charge. D'autant que pour certains patients, à ce moment-là, dans le cadre de l'alcool, dans le cadre d'autres produits, il y a un temps de sevrage qui se manifeste par des troubles parfois somatiques que l'on tente d'atténuer, en tout cas même voire d'amender. Hein, mais il y a un temps d'adaptation, il y a ce qu'on appelle une titration des traitements nécessaires pour trouver l'équilibre entre sous-dosé, surdosé. Voilà, il est nécessaire et malheureusement il n'y a pas de consensus. On ne peut pas dire il faut tel comprimé pour telle situation. Et ça, c'est forcément avec l'évaluation subjective du patient. On travaille ça avec la personne. Donc ce temps, voilà, est en général un peu moins d'une semaine, 4-5 jours. Et puis à la suite de ce temps-là, on va partir vers la personnalisation des soins. On a réalisé le sevrage physique. La personne est, on va dire, stabilisée sur ce plan-là. Et aujourd'hui, à ce moment-là, on va travailler l'instauration du maintien d'abstinence. Vous êtes là, il y a eu le sevrage. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où on va? Comment on va travailler pour que, à la sortie de cette hospitalisation, vous répondez à vos objectifs, c'est-à-dire soit pas de consommation, soit maîtrise des consommations, gestion de consommation ou autre. Et donc, on va proposer... par exemple, le bilan parcours, c'est un outil où on va questionner avec le patient toutes les sphères de sa vie, sans être intrusif, bien sûr. Hein, c'est le temps. Voilà, donc de faire le point, en tout cas, sur les différents points de la vie du patient. La balance décisionnelle aussi, qui fait partie d'un outil d'entretien motivationnel pour savoir à quelle étape de cheminement se trouve le patient. Est-ce qu'il est dans une démarche, dans une détermination volontaire, extrinsèque, intrinsèque? Quelles sont les contraintes, les objectifs? Voilà, donc on va avec ces deux outils-là, personnaliser les soins et puis proposer par la suite les ateliers que l'on met en place en général fin de première semaine et deuxième semaine. Des ateliers tout d'abord d'information, que ce soit sur le tabac, que ce soit sur les traitements qui peuvent être mis en place, sur le déroulement de la maladie, sur tout un tas de domaines, et puis d'autres ateliers qui peuvent être en lien avec les autres difficultés. Alors j'entends par exemple, lorsqu'il évoquait des difficultés d'initiative, un travail sur la planification de projet. Si c'est une question d'anxiété, on va amener aussi sur la gestion des émotions, sur des ateliers de relaxation. On va amener aussi des ateliers de préparation à la permission. Voilà. Il y a également des groupes de parole pour que ce soit sur le vécu des personnes, sur un thème en particulier, sur des vidéos qui sont rattachées à la dictologie. On peut proposer voilà, différents temps de parole comme ça. Par la suite, à l'issue de ces 2 semaines, bien sûr, on n'a pas réglé le problème. Ces 2 semaines, c'est beaucoup trop court. On réalise le sevrage. La personne peut sortir en sécurité, en tout cas sur le plan physique. Derrière, on instaure un tout début de travail pour le maintien d'abstinence, un tout début de suivi, et on réfléchit aussi à comment poursuivre ce travail-là. Alors, soit sur le XAPA, d'autres accompagnements, un travail avec la médecine de ville, un travail avec médiateur santé-père,
l'orientation vers l'hôpital de jour, donc pour poursuivre de façon plus intensive que le XAPA, par exemple, avec des demi-journées, des temps de repas, quelque chose d'assez fréquent, 1, 2, 3 fois par semaine. Parfois, il y a une demande aussi de post-cure, d'orientation vers une post-cure, c'est-à-dire une autre structure qui propose un séjour d'hospitalisation complète, beaucoup plus long, sur un travail de réhabilitation, sur un travail de modification des habitudes également, d'aide aussi, de remédiation, on va dire, clinique, remédiation fonctionnelle. Donc on maintient aussi le lien avec les structures de la filière addictologique, c'est tout le travail de cette filière. En association également avec la psychiatrie pour des suivis conjoints, on l'a vu dans le cadre des comorbidités, et les relais avec les médecins traitants et réseaux de santé. Un petit mot sur l'hôpital de jour, au final, je l'ai déjà développé. Hein, le but, c'est de développer l'autonomie quotidienne, l'habilité sociale, permettre le maintien de la personne dans son lieu de vie aussi. C'est un intermédiaire pour éviter aussi des rechutes et des hospitalisations itératives. On sait que le sevrage, par exemple, en alcool à répétition, reste quand même délétère au niveau des capacités intellectuelles. Donc on préfère l'éviter, ou en tout cas maintenir une abstinence plus longue. Et l'hôpital de jour rentre dans ce cadre-là. Rendre le patient acteur de son traitement, de ses choix de vie, ça permet aussi de poursuivre le travail de maintien d'abstinence, qui parfois n'est pas possible en simple consultation, notamment pas réalisable en simple consultation. Il y a des multiples ateliers d'aide et de maintien d'abstinence, et cet hôpital de jour, là, depuis 2020, bouge beaucoup, crée pas mal d'autres ateliers. On en a même 2-3 nouveaux depuis un mois. C'est des projets d'accompagnement pendant 3 mois. Hein. Les tutelles nous demandent à limiter en tout cas les prises en charge, 3 mois renouvelables. Et voilà. Il y a également aussi, par rapport au niveau 3 de la dictologie, une activité de recherche qui est réalisée, où on peut proposer aux patients de participer avec bien sûr un consentement libre, éclairé sans contrainte sur différents domaines, on va dire, pour nous progresser dans les moyens et les techniques pour aider les patients à maintenir l'abstinence. Alors on a des techniques de stimulation, un protocole ICE où on va évaluer différents critères qui sont associés aux addictions, un protocole VELCO qui est vélo cognitif, où les personnes réalisent des tâches cognitives en même temps qu'ils pédalent sur un vélo statique. Et donc là, c'est évaluer l'activité physique comme aide contre le craving. Voilà, je vous remercie. Merci, docteur Habert. Alors, est-ce qu'on a le temps des questions ? Il faut. Alors, je te laisse passer le micro, Jacques. Alors, des questions. Oui. Bonsoir à tous. C'est donc une question pour docteur Serra. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce que vous avez développé tout à l'heure, sur le système de stress et les problématiques liées à l'estime de soi, notamment dans le cadre d'un trouble bipolaire avec plusieurs addictions déjà distinguées finalement, et quels outils thérapeutiques vous pouvez conseiller à des personnes qui souffrent de ça ? Je ne sais pas si ma question est claire. Je vais essayer de reformuler. Il y a 2 points. Donc, le système de stress, il me semble, et le système dopaminergique. Voilà. Oui, alors, j'ai parlé du système de stress, par exemple, dans un premier temps, dans la perspective neurodéveloppementale, où on est exposé à de l'adversité, des situations compliquées, du coup, la peur du lendemain, on voit nos parents qui stressent, et du coup, ça crée un climat d'incertitude. Et ça, effectivement, sur un plan neurogène, c'est nocif. Maintenant, le stress, les difficultés, par exemple, moi, je travaille beaucoup sur le système d'attachement, en fait. D'accord ? Et le stress va perturber effectivement le système d'attachement. Si je suis extrêmement stressé dans la vie de tous les jours et que du coup, ce stress m'occupe tout l'esprit et me rend moins disponible
effectivement, pour mon enfant. Me rendre moins disponible parce que je suis tout le temps en train de penser à des factures, à comment je vais faire. Et puis, du coup, dès qu'on me parle, je monte un petit peu en régime. Qu'est-ce qui va se passer dans les addictions, dans protection de l'enfance, on parle le grand truc qu'on observe souvent, c'est déjà la parentification. D'accord, c'est-à-dire que l'enfant a tendance à, on va dire, être rendu autonome beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fréquemment que hors du champ de l'addiction. D'accord. Et ça va amener des modifications au niveau du système d'attachement. Vous savez, le système d'attachement, il a été décrit donc c'est un système qu'on a tous, d'accord. C'est un système qui est inné, automatisé. C'est quoi? C'est en cas de difficulté, en cas de stress, je vais me tourner vers, entre guillemets, mon caregiver, la personne qui me donnait des soins. Pourquoi? Pour me rassurer. D'accord? Quand bébé pleure, hop, qui c'est qui va aller le voir? C'est maman, c'est papa, on rassure, on s'apaise. D'accord? Et la répétition de tout ça va amener des modèles internes opérants sécures qui vont se dire, c'est le doudou après, d'accord, en grandissant, l'objet transitionnel, qui va amener effectivement petit à petit la capacité d'auto-apaisement. D'accord? Ça, c'est fondamental dans les addictions, puisqu'on a vu quoi? Dans l'hypothèse d'automédication, je vais utiliser une substance qui est extérieure à moi pour faire quoi? Pour me réguler. D'accord? Je suis trop anxieux pour me diminuer mon stress. Je suis trop déprimé pour diminuer ma déprime. Je suis trop timide pour me rendre plus social. D'accord? Donc, pour m'auto-réguler. Et plus, on va dire, j'ai eu des difficultés à intérioriser on va dire, la fonction d'attachement de mes donneurs de soins, plus je vais être dépendant de l'environnement. D'accord? Donc il y a l'attachement sécure qu'on retrouve dans 66% de la population, grosso modo. Et après, il y a deux autres types d'attachement, classiquement décrits, l'attachement évitant et l'attachement anxieux. L'attachement anxieux, c'est quoi? C'est quand, effectivement, je vais toujours avoir un doute sur la disponibilité de mon objet d'attachement. Je pleure, mais des fois, il n'y a personne qui vient. Des fois, il y a quelqu'un. Puis des fois, je ne pleure pas, mais il y a quelqu'un qui vient alors que je n'ai rien demandé. D'accord? Ça amène toujours une espèce de stress, d'accord, par rapport à cette disponibilité-là. Et du coup, ça amène de l'anxiété. C'est quelqu'un, par exemple, dans le système de soins, c'est toujours quelqu'un qui va un peu se plaindre ou qui va vous tirer par la manche pour dire hey, docteur, il faut faire quelque chose. Il y a l'évitant. L'évitant, c'est celui qui va avoir appris l'autonomie. D'accord? C'est celui où il pleure, il n'y a personne qui vient. Donc qu'est-ce qu'il va faire au bout d'un moment? Il va arrêter de pleurer. Parce que l'environnement n'est pas disponible. Et petit à petit, en plus, on va lui apprendre que c'est bien d'être autonome. C'est bien dans la vie de se débrouiller tout seul. De ne pas avoir besoin des autres. L'anxieux, il a un problème de stress. Il ne sait pas gérer. Donc l'addiction, elle va arriver. Pourquoi? Parce que, effectivement, il a un stress qui est comme ça. Et les substances addictives vont lui permettre effectivement d'y faire face. L'évitant, lui, pendant très longtemps, il peut gérer. D'accord? Pourquoi? Parce que l'évitant, en plus, a une diminution, on va dire, de son stress perçu. D'accord? Sauf que lui, son modèle, c'est toujours se démerder tout seul. Donc, quand il va y avoir des difficultés et qu'il n'arrivera pas à y faire face, il sera beaucoup en difficulté pour demander de l'aide. Parce que ça, c'est à l'opposé de son modèle cognitif. Demander de l'aide, c'est être nul. Et en plus, j'ai toujours appris que l'autre, il n'est pas disponible. Si je demande, je vais l'emmerder. Je vais l'enquiquiner, il a peut-être autre chose à faire. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais avoir tendance à faire quand je suis évitant? De user quelque chose qui est disponible, dont je n'ai pas besoin de demander l'avis. C'est 24/24. Et ma canette de bière, voilà, c'est quand je veux, où je veux. D'accord? Mon téléphone portable, c'est quand je veux, où je veux. Je ne vais pas lui demander s'il est d'accord ou pas. Je ne me pose pas la question, est-ce que je le gêne? D'accord? Et cette disponibilité-là, effectivement, c'est un énorme facteur de risque pour l'évitant. Pourquoi? Parce que ça lui donne le sentiment d'autonomie, d'accord, qui est parfaitement conforme à son modèle cognitif et émotionnel. Ok? Donc après, voilà, ces modèles d'attachement, effectivement, ils sont liés à aussi des soucis, par exemple, d'estime de soi. Dans le modèle anxieux, effectivement, on a une estime de soi qui est assez mauvaise. D'accord? Pourquoi? Parce que notre donneur de soins, si on se dit qu'il n'est pas toujours disponible ou pas, les choses comme ça, c'est parce que peut-être qu'on ne mérite pas non plus d'être aimé. D'accord? Dans le système d'attachement, est-ce que je suis aimable ou pas? Et est-ce que les gens qui comptent sont disponibles ou pas? Merci.
Oui, moi je voulais juste. Vous avez vite abordé quelque chose, c'était les addictifs alimentaires en fait. Vous en avez parlé légèrement au début, mais si vous pouvez peut-être compléter là-dessus, notamment la potomanie ou choses comme ça. L'addiction à l'eau. Ah, ça, j'en ai pas parlé. Ou à l'obésité ou ce genre de choses, quoi. Peut-être plus mon collègue qui va développer tout ça. En quelques minutes. Oui, c'est un vaste sujet. Effectivement, la tendance aujourd'hui pour les troubles du comportement alimentaire est qu'il y a plusieurs points communs, en tout cas avec le fonctionnement addictologique. Il y a des unités en France qui ont aujourd'hui dans des filières d'addictologie des unités dédiées aux troubles du comportement alimentaire. Alors il faut différencier aussi 3 domaines différents qui sont l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, le binge eating disorder, l'hyperphagie boulimique. Voilà, effectivement, il y a des points communs dans les concepts entre les troubles du comportement alimentaire et l'addictologie générale. Voilà. Oui, je suis obligé de faire ce que ça. Dernière question, Jacques. Du coup, je m'adresse au docteur Habert. Est-ce que des ergothérapeutes exercent dans la filière d'addictologie dans la Vienne? Pas actuellement, non. Une petite dernière ou Philippe? Ouais. Ici. Une dernière là-bas. Oui. Là. Non, là-bas, Jacques, regarde. Là-bas. Ah, voilà. On ne dit rien, moi. Bonsoir. Moi aussi, j'avais une question pour le docteur Habert. Vous avez dit que, en fait, par la suite de la cure, les patients, ils étaient responsables de leur traitement. Mais est-ce que ces patients, en fait, une fois seuls, ne vont pas prendre en fait leur traitement et en plus de l'alcool? Et quelle serait en fait l'interaction des deux? Parce que souvent, c'est des médicaments qui sont donc déconseillés avec cette substance. Et je sais que par ma propre expérience que parfois, malheureusement, ils prennent les deux. Donc, quels sont les effets et est-ce que ça ne va pas empirer certaines choses? Oui, tout à fait, c'est une bonne question. Le but, en fait, justement, de cette hospitalisation de 2 semaines, c'est concernant les traitements qui sont des traitements de sevrage, donc qui vont substituer pour éviter les dommages physiques du sevrage. Le but est de les mettre au moment de cette hospitalisation et qu'à la fin de l'hospitalisation, il n'y ait plus ces traitements-là. J'entends par exemple les benzodiazépines qui sont nécessaires pour réaliser un sevrage de façon sécurisante sur le plan de l'alcool. Le but, c'est de mettre une diminution sur 1 semaine et demie, 15 jours, pendant ces 2 semaines d'hospitalisation, et de sortir sans ces traitements-là. Après, effectivement, le but, justement, de ces ateliers de traitement ou de l'hôpital de jour, c'est pas de rendre le patient responsable, c'est d'amener une prise de conscience, une connaissance, justement, de ces traitements-là et des risques qu'il y a associés. Voilà. Le but, c'est de limiter la prescription dans ces moments-là. Si elle est nécessaire, on va vraiment réaliser une information du patient. Et la règle, pour moi, c'est soit alcool, soit benzodiazépine, mais jamais les deux et jamais tout arrêter brutalement. Voilà. Donc il y a cette consigne-là. Après, le risque zéro, bien sûr, n'existe pas. Et on le voit en population générale, ces traitements-là utilisés parfois à un autre but, pas un but de sevrage, mais un but anti-craving, justement, où si je prends un comprimé de benzodiazépine, je ne vais pas avoir envie de consommer de l'alcool. C'est pas efficace et il peut y avoir une consommation associée à alcool et benzodiazépine. Et là, il y a un risque, effectivement, parce que les effets se potentialisent et il y a des dangers. Voilà, notre but, et on le fait par ces différents ateliers, d'informer un maximum, de prévenir au maximum des risques. Voilà. Merci. Je crains qu'on n'ait plus le temps pour les questions parce que je vois qu'il est 22 heures passées. Je ne sais pas, 5-10 minutes. Je vais... Quoi? Non, c'était pas une question, c'était fini. C'était le témoignage. Essayer de parler, par rapport à l'associatif, par rapport à tout ce qui existe à côté du soin. Il y a plein de choses qui existent et je vais donner la parole à Philippe.
Oui, on a vu là deux éminents médecins parler de savoir académique, et je voulais mettre l'accent aussi sur le savoir profane détenu par les associations et d'usagers et les personnes concernées qui sont détenteurs d'expertise et d'une expertise d'usage dont les aspects sont non négligeables en termes de motivation des personnes. Ça peut être très important aussi de témoigner de son vécu et puis de son parcours pour entretenir la motivation chez les personnes à un changement qui va être accompagné, relayé par les professionnels et dans un va-et-vient entre professionnels et associations, il va y avoir un cercle vertueux autour de l'alliance thérapeutique. Donc il y a de nombreuses associations, dont Argos, bien sûr, qui œuvrent dans le domaine de la bipolarité. Il y a des groupes néphalistes aussi. Donc longtemps, on a suivi la voie pour l'alcool de l'abstinence. Il se trouve que, bon, c'est pas tout à fait le dogme à l'heure actuelle, mais ça reste valable, l'abstinence. Et pour ceux qui peuvent y accéder, le parcours des personnes qui ont suivi cette voie-là a une valeur d'exemple et permet de travailler la motivation des personnes. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc je vais donner un petit témoignage aussi. C'est vers ces associations que je me suis tourné quand j'ai commencé mes premiers mois d'abstinence, et j'ai pu donc passer de personnes patientes à personnes agissantes et rencontrer une communauté qui partage un même savoir, et le savoir des effets dévastateurs de l'alcool, le savoir de la promesse de l'abstinence. Et j'ai commencé comme ça. Et puis après, eh bien, je suis devenu représentant des usagers à la maison des usagers de Limoges. Et puis j'en suis venu à parler de mon second problème, parce qu'on commence par ce qui est plus facile pour soi. On commence petit à petit, en cercle excentrique, quoi, de l'intérieur vers l'extérieur. Et j'ai pu parler de mon problème de bipolarité et témoigner de mon problème de bipolarité. Donc j'ai deux associations qui m'ont soutenu en cela. C'est Argos et c'est Vie Libre, pour la nommer, quoi, Vie Libre. Donc il y en a bien d'autres aussi qui sont méritantes, dont les alcooliques anonymes, de mémoire comme ça, Alcool Assistance. Il y a d'autres associations autour de la bipolarité. Et c'est bien de les réunir tous ensemble dans une structure, par exemple une maison des usagers, comme il en existe à Limoges. Et ainsi, on peut faire une synergie et travailler tous ensemble en commun. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là ? Au sujet du savoir profane, du savoir expérientiel. Bien, écoutez, si on a fini. Merci Philippe pour rappeler l'importance du rôle associatif. Voilà. Et du soutien entre pairs. Et du soutien entre pairs, de l'entraide mutuelle et surtout de l'expertise d'usage. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a le savoir académique et il y a le savoir expérientiel, et c'est la complémentarité des deux qui permet de s'asseoir solidement dans le rétablissement, dans le soin, dans l'abstinence, quel qu'il soit. Voilà. L'important, c'est d'être bien avec soi-même et qu'il y ait le moins d'impact possible au quotidien. Après, les mots, voilà. Merci. Merci. Les coordonnées de l'association sont là. Et j'ai passé une deuxième diapo qui est fausse, mais je la passe quand même. Les prochaines dates, Oui, le 5 avril 2002, nous proposons donc les réunions d'information. Au mois d'avril, c'est insertion professionnelle. Et le groupe de parole, c'est le 22 avril. Vendredi 22 avril. Voilà. Toujours 18h30, 20h à Vouneuil-sous-Biard. Merci, bonne soirée.
Merci beaucoup d'être venus nombreux.